Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Becbédé. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. D'être la patron de la société de gestion Audacia, pas de jeu de mots, Dacia, Audica, non, on est dans le... Non, c'est Audacia, c'est l'audace. Voilà. Après la bourse, quand même un petit... Je ne vais pas vous ramener au tout début, mais c'est intéressant parce que vous avez introduit beaucoup de boîtes en bourse. Il y a eu Self-Trade évidemment en bourse, l'électricité c'était Poweo, l'agroalimentaire avec Agrogénération, les navettes autonomes avec Navia, là c'est Audacia qui est coté. Je me suis dit mais qu'est-ce qui fait courir Charles Becbédé? Qu'est-ce qui fait qu'il se lève tous les matins Mais la bourse est un moyen de lever des capitaux. De mettre aussi un coup de projecteur sur une entreprise, c'est une crédibilité, ça permet aussi de motiver encore mieux le management et donc c'est tous ces éléments que je recherche moi dans une cotation en bourse et je suis très heureux d'être sur Euronext. Bon, vous investissez donc dans des PME, dans des startups, mais je me dis, mais il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà ça. Justement, c'est pour ça que... je pense à Tikeo qu'on connaît bien ici, on pense à Antin qui est coté également, moi je pense à des acteurs qui sont cotés en bourse. En quoi vous différenciez des Bon, d'abord, eux, ce sont des géants. Hein. Nous, oui. On est un petit acteur, on est une maison entrepreneuriale de private equity et on cherche donc des métiers où on apporte quelque chose de différent. Donc, sur le venture, on va être un spécialiste... Sur les voitures Sur le capital risque, oui, voilà. on va être un spécialiste du financement des innovations technologiques de rupture. Et là, on est beaucoup moins nombreux. On est un des seuls acteurs à être sur ce métier de l'innovation technologique, de la deep tech. Donc avec notre fonds Cantonation, dédié aux technologies quantiques, avec notre fonds dédié à l'industrie spatiale, avec un fonds qui est en cours de lancement sur lequel je travaille beaucoup pour répondre à la crise énergétique du 21e siècle, parce que le 21e siècle, c'est pas qu'il sera religieux ou pas, c'est qu'il sera décarboné ou pas. Et donc, sur tous ces sujets, on rassemble des équipes et on est vraiment utile, je pense, à l'écosystème. Après, il y a aussi le métier, bien sûr, du capital développement et de faire grandir nos PME. On a investi dans près de 350 PME, dont 40 sont devenus des ETI. Et puis, il y a les actifs réels, l'immobilier. Et là aussi, on s'est mis sur une niche qui est le co-living, parce qu'il y a un déficit d'offres sur ce système de colocation intelligent. Aujourd'hui, c'est combien d'actifs C'est 400 millions. Avec 1 milliard, j'ai vu, d'horizon que vous visez d'ici 2025. Ouais. C'est conservateur ou c'est ambitieux? C'est assez conservateur, je dois dire, parce que si tout... Je m'attendais avec Becbédé qui me disent, allez, on va faire 10, on va faire 10 milliards. Mais je suis prudent, surtout, mais si tous nos projets, si tous nos fonds continuent à se développer à la vitesse à laquelle ça va, je pense qu'on sera... On pourra fournir de bonnes surprises par rapport à cet objectif. Mais dans votre façon de faire votre métier, en quoi c'est une plateforme nouvelle génération? En quoi vous faites... Ça reste trouver les bonnes valeurs, les belles histoires d'entreprise, oui, mais celles qui ont plus de potentiel. En fait, on invente l'incubation de fonds. On lance des fonds. Vous savez, moi, j'ai été créateur de start-up, je suis serial entrepreneur, comme vous le dites, et puis là, je suis entrepreneur en private equity. C'est nouveau pour moi, hein. Ça fait 5 ans que je fais ça, même si Audacia, je l'avais créé il y a une quinzaine d'années. J'en étais pas le directeur opérationnel, là, je le suis. Et donc, nous sommes incubateurs, accélérateur de fonds. Donc il y a des gens talentueux qui viennent avec une idée de fonds thématique, une verticale qui n'est pas présente sur le marché. On décide de les prendre et on coproduit ce fonds avec eux. Par exemple, là, j'ai une équipe depuis 6 mois qui nous a rejoints. Ils lancent un fonds de capital développement dédié à la transition alimentaire durable. Donc, c'est-à-dire, c'est nos industries agroalimentaires, agri-alimentaires, qui veulent aller vers la haute valeur environnementale. Donc, c'est un fonds européen. Bon, ça, c'est super. On coproduit ce fonds ensemble. Et sur ce fonds, pour l'instant, il en est où alors? C'est un fonds qui va faire une centaine de millions. Ils espèrent faire leur first closing d'ici quelques mois. Comment ça se passe quand on lance un fonds, justement? Parce qu'il faut mettre des billes en propre. Voilà, c'est ça. En fait, le nerf de la guerre, c'est... Il faut rassembler... d'abord, il faut une équipe. Il faut au moins un expert métier et un deal maker. Il faut ensuite un beau deck, une stratégie d'investissement originale. Et puis ensuite, il faut lever des capitaux. Donc, c'est quand même ça le métier de base du private equity. Et donc, pour lever des capitaux, comment ça se passe? Eh bien, donc, on va voir tous les grands investisseurs institutionnels, les grandes maisons comme la BPI ou le FEI, mais tout ça prend beaucoup de temps. Et donc, la méthode Audacia, c'est de rassembler un club deal avec des entrepreneurs privés, des petits family office, des épargnants individuels, dans un véhicule qu'on appelle un feeder,
avant même que le fonds n'existe. Et ça permet de déployer des capitaux tout de suite. Et d'aligner les intérêts aussi. D'aligner complètement les intérêts. Et c'est pour ça qu'on est allé en bourse, hein, parce que ces capitaux qu'on a levés, on les investit dans nos propres fonds pour incuber ces fonds. Bon. Donc de fonds dans le spatial, vous me disiez, oui. dans le nucléaire. Dans le nucléaire de 4e génération. Le génie quantique aussi. On se dit, mais en quoi c'est le bon moment d'investir aujourd'hui justement sur ce secteur? On pense au spatial, on pense à la défense évidemment, avec tout ce qui se passe. Parce que la France, parce que l'Europe a de nombreux atouts dans ces domaines, et que ce n'est pas parce qu'on a perdu toutes les premières batailles de la guerre mondiale des hautes technologies qu'on est condamné à toutes les perdre. On a énormément d'atouts. Et d'ailleurs, je lisais la déclaration de Versailles là, au sommet informel qui s'est tenu la semaine dernière. Il y a une volonté très forte de l'Europe de reprendre de la souveraineté dans la matière spatiale, en défense, dans le numérique et sur le cloud. Et moi, j'essaye d'accompagner, chez Audacia, on essaye d'accompagner ce mouvement de dire non, l'Europe n'a pas dit son dernier mot, on peut encore être une grande nation qui verra émerger des big tech européennes. Ouais. Et je parlais de la défense, vous n'êtes pas sur le secteur de la défense? Si, le fonds Parce que je me disais juste que pour le coup, avec cette guerre en Ukraine, on voit bien que les pays européens vont augmenter leur budget militaire. On y est par le quantique, parce qu'il y a beaucoup d'applications des technologies quantiques qui intéressent énormément nos armées, notamment en matière de cybersécurité, bien sûr, et aussi pour faire des gyroscopes pour nos sous-marins nucléaires, nos avions de chasse également. On y est aussi par le spatial, bien sûr, parce que souvent, il y a des applications militaires, donc ces fonds sont des fonds un peu hybrides. Justement, de boîtes dans lesquelles vous investissez, ça donne du corps un petit peu, parce qu'on est souvent en private equity, des manières avec des entreprises. Très concrètement, dans le spatial, par exemple, on est dans Share My Space, c'est une très belle start-up qui fait une cartographie des débris spatiaux en orbite. Il y a un vrai sujet là-dessus. Oui, on est dans Pascal, alors ça c'est dans le domaine quantique, c'est un ordinateur quantique français basé sur des atomes qui sont gelés par des lasers et qui est la technologie sans doute la plus prometteuse pour faire un ordinateur quantique et pour simuler des molécules, et ce qui intéressera évidemment énormément l'industrie pharmaceutique. Donc on est déjà dans une trentaine de start-up sur ces différents verticales. Avec l'objectif, c'est de rester combien de temps? C'est d'accompagner le management? C'est pas juste un... C'est des participations minoritaires, hein. On est sur du capital risque en l'occurrence, mais c'est pareil en capital développement. Nous, c'est plutôt notre métier, c'est d'accompagner des fondateurs. Donc à quelle hauteur en minoritaire, sur une start-up de deep tech, on ne va jamais avoir plus de 15% du capital. Hein. L'idée, ce n'est pas de nous substituer au management. Et pour les PME, ça peut être jusqu'à 30-40%. Bon, justement, on parlait du spatial. Enfin, c'est dans l'actualité, mais quand la Russie affirme que les sanctions occidentales pourraient faire chuter l'ISS, je sais que vous connaissez un peu le sujet sans être non plus le... vous savez que... Et là, je me dis, mais l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale. Est-ce qu'il faut prendre cette menace au sérieux? Là, je pense que c'était ce week-end, c'est pour ça. Oui, c'est le patron de l'agence spatiale russe qui a un petit peu une grande gueule. On ne va pas aller jusque-là, mais vous savez qu'il y a des Russes actuellement dans la station spatiale, donc l'ambiance doit être un peu curieuse. Mais c'est vrai que cette discontinuité dans les relations entre l'Occident et la Russie que nous connaissons a des impacts importants. Par exemple, Antonov, qui est cette société qui fait ces énormes avions qui sont utiles pour transporter des fuselages de fusées ou des satellites pour les envoyer à Kourou, est actuellement dans le périmètre russe. On a un fournisseur aussi de petits moteurs de fusées, Yaznov, qui est en Ukraine. Là, on ne peut plus compter sur eux. Il y a un certain nombre de discontinuités. Soyouz, par exemple, aussi, qui envoyait c'était une des fusées utilisées par Ariane à Kourou, ne peut plus décoller de Kourou. Mais c'est aussi une opportunité de reprendre complètement la main, de retrouver notre souveraineté au niveau national et européen, qui va porter des entreprises françaises pour aller plus loin. Et vos critères de sélection, comment ça se passe? Évidemment, c'est le management qui doit vous raconter une belle histoire. Mais les fondateurs, le management, notre critère principal toujours. Ensuite, la taille du marché. On va essayer d'accompagner des entreprises qui veulent un peu conquérir le monde, des moonshots, comme on dit. Ça, c'est le deuxième critère. Puis ensuite, après, la complémentarité entre les équipes, la capacité aussi à savoir recruter des équipes et à savoir lever des capitaux, très important. Mais ça, on peut les aider aussi, on peut leur apporter des personnalités qui rejoignent l'équipe. C'est ça que fait
j'allais dire un business angel, on est plus que ça, un fonds de capital risque, un fonds de venture. C'est aussi apporter des clients, apporter des partenaires, internationaliser, emmener aux États-Unis. Donc nous, on organise très souvent des meet-up, aussi des présentations de nos startups devant le monde entier. Donc c'est ça qu'apporte un fonds. Charles Becbédé, avec quel tracking record, avec quel historique de performance vous avez aujourd'hui? C'est trop tôt? Il faut faire confiance à la marque Becbédé ou est-ce que déjà... Bon, la marque Becbédé, alors écoutez, c'est un peu gênant pour moi d'en parler. C'est vrai que, bon, à titre individuel, ça va. J'ai eu quelques beaux succès, j'ai aussi connu des échecs. C'est normal, hein, faut pas c'est normal, et c'est sain. Ça va ensemble. Hein, et ça va ensemble. Ceux qui vous disent qu'ils n'ont que des succès, je pense qu'il y a un problème. Après, sur cantonation, par exemple, on a déjà plus de 2 fois l'argent déployé, donc c'est un bon signe pour un fonds qui n'en est même pas encore à son final closing, donc les perspectives sont tout à fait intéressantes. Bon, en France, on a, je crois, 25 licornes. L'objectif a été atteint avec un petit peu d'avance. Rien à redire là-dessus. J'avais un expert qui disait ouais, mais globalement, ce ne sont pas des startups ou des licornes industrielles. C'est ça, c'est pas de la deep tech. Je crois qu'il y en a qu'une, c'est Exotech sur les 25. Et Insect aussi. Oui, et en effet Insect, et puis il y avait aussi Sigfox, mais qui malheureusement n'est plus. Oui. Donc, donc le défi, je crois, pour les années qui viennent, c'est faire en sorte, bien sûr, de continuer à avoir ces licornes, mais que la proportion de licornes de deep tech augmente, parce que c'est quand même elles qui vont créer des emplois durables en France, qui vont nous permettre de retrouver aussi un niveau significatif de notre production industrielle, qui n'a fait que baisser depuis 20 ans. Et la deep tech, on comprend la deep tech juste pour le commun des mortels. Comment on l'explique simplement? La deep tech, c'est justement, vous savez, la tech, ce qu'on appelle la tech, en fait, c'est du digital, c'est-à-dire c'est du numérique. C'est très bien, hein, je ne critique pas du tout, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de la technologie. La deep tech, c'est des entreprises qui font de la R&D, de façon très importante, qui vont inventer les produits de demain, qui vont nous permettre peut-être d'avoir des voitures volantes. Donc ça, c'est dans l'aérospace. En portefeuille, vous avez quoi en portefeuille en deep tech? On comprend bien. On a une vingtaine d'entreprises actuellement, donc essentiellement dans le fonds de cantonation. Ça commence aussi dans le fonds de spatial. Exemple. Et donc, par exemple, je pourrais parler de Qubit Pharma aussi. Qubit Pharma qui invente, qui fait du molecule discovery, qui utilise les capacités qu'offrent les technologies quantiques et le quantum computing et le HPC pour déterminer mieux les affinités entre une certaine molécule et la protéine qu'on veut activer ou désactiver. Donc, il y a des applications, donc, encore une fois, en santé, mais aussi en chimie. On peut inventer avec Pascal ou Candela, son concurrent qui, lui, est dans le quantum computing, mais en utilisant des photons et non pas des atomes neutres. On peut simuler des matériaux. Encore une fois, et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que si, demain, on peut trouver une molécule et un matériau qui est supraconducteur à température ambiante et à pression ambiante, le monde entier change au niveau énergétique, au niveau des transports, parce que vous savez que les supraconducteurs ne conduisent pas l'effet Joule, n'ont pas d'effet Joule, ils conduisent parfaitement l'électricité, et donc c'est des applications innombrables. Donc c'est le monde, c'est toutes nos industries, toutes nos vies qui peuvent changer. C'est ça la deep tech. Alors c'est plus risqué que la tech, on est d'accord, mais ça a un potentiel beaucoup plus important. Et en même temps, il y a une baisse des valorisations, en tout cas en bourse, depuis le début de l'année. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une aubaine, justement, pour investir dans une espèce de creux, même s'il y a beaucoup d'incertitudes? Oui, et d'autant plus... Je ne sais pas comment ça se passe, vous, en ce moment, pour les fonds que vous commercialisez. Est-ce qu'il y a de l'appétit, il y a de l'appétence de la part des investisseurs? Il y a de l'appétit, surtout qu'il y a un retour de l'inflation. Et, donc, et que cette inflation va être à un niveau élevé pendant quelques années. Donc, et en quoi, alors, est-ce que le côté est un rempart contre l'inflation? Parce que la deep tech, on vise des TRI bien supérieurs à 20%. Donc, si les taux d'intérêt passent de 1 à 5%, c'est indolore. Si vous êtes sur des business donc la deep tech qui ont des TRI espérés de 10%, c'est beaucoup plus sensible. Si vous visez des TRI de plus de 20 à 25%, et c'est ça la deep tech, alors, encore une fois, avec un risque supérieur. Mais notre rentabilité intrinsèque visée est bien plus élevée que la simple tech ou que, bien sûr, les services. Ouais. Et au global, le non-coté d'ailleurs, le private equity, c'est peut-être aussi une brique, un rempart contre l'inflation? C'est un moyen justement de se protéger. Alors, il y a un moyen très simple aussi, c'est les fonds immobiliers dont les loyers sont indexés sur l'inflation. Ça, c'est des actifs réels bien placés avec loyer indexé. Ça, c'est une excellente sécurité contre l'inflation. Et puis, la deep tech,
du fait de cette rentabilité très élevée qui immunise contre une éventuelle inflation. Qu'est-ce qui vaut mieux? Je me suis posé la question. Est-ce qu'il vaut mieux être actionnaire d'Audacia ou investir dans vos fonds? Il faut faire les deux, je suis cher sûr, ami. évidemment. C'est vrai que plat et dessert. être actionnaire d'Audacia, c'est très simple et ça permet d'être exposé à tous nos fonds, toutes nos différentes thématiques et d'avoir donc un pied dans le private equity, qui est cette nouvelle classe d'actifs qui explose en ce moment et qui va encore doubler dans les années qui viennent. Et puis, si on veut aller sur une thématique très particulière, par exemple dans les technologies quantiques ou dans l'industrie spatiale, là, il y a des véhicules privés. Ce n'est pas pour l'épargnant individuel de base, parce que ce sont des fonds professionnels, donc dont l'investissement minimum est de 100 000 euros. Bon, là, je ne parle plus aux chefs d'entreprise, je parle aux citoyens engagés que vous êtes. Vous en pensez quoi de cette campagne présidentielle? On est à un peu moins d'un mois du premier tour. Quel regard vous portez notamment sur les sujets économiques, évidemment, ce qui nous intéresse. Non, mais j'espère que le débat va avoir lieu. On attend les propositions du candidat président. Les retraites, le pouvoir d'achat. Il y a des propositions, on discute quand même de choses. Oui, non, mais je pense qu'il faut maintenant rentrer dans les programmes, les comparer et écouter les uns les autres, que le débat se fasse. Mais moi, je pense que c'est en 5e République, avec quinquennat, le seul rendez-vous vraiment démocratique. C'est maintenant. Donc il ne faut pas le rater. C'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, il est escamoté. Chacun exerce le débat est escamoté sa liberté de jugement et écoute. Le débat est escamoté par rapport parce qu'il y a cette guerre en Ukraine qui truste évidemment tout. Bien sûr, il y a eu le Covid, et là il y a l'Ukraine, il y a cette médiatisation de ces événements, évidemment. Mais profitons maintenant, lisons les programmes des uns et des autres, comparons-les. Et puis que chacun fasse peut-être l'effort de sortir un peu de sa cloison et d'aller voir à côté et que le débat ait vraiment lieu. Et surtout que les gens participent aussi au vote, parce qu'on entend que le taux d'abstention pourrait être très élevé. Ça sera vraiment dommage, parce que c'est notre seul vrai rendez-vous démocratique tous les 5 ans. Voilà. En tout cas, merci. Merci de passer nous voir. Charles Becbédé, donc président fondateur de la société de gestion Audacia, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.